Bonjour, aujourd'hui nous commençons un nouveau chapitre sur le travail et la technique. Et la question que nous allons nous poser dans ce chapitre est la suivante: la technique facilite-t-elle le travail? À première vue, la technique semble faciliter le travail. En effet, toute technique fait appel à un procédé par lequel on va utiliser un instrument en vue d'accomplir quelque chose, qu'il s'agisse d'un outil, d'une procédure, d'une méthode, d'une machine, etc. Et si on y réfléchit, il semble qu'à première vue, la plupart des inventions que nous appelons techniques, par exemple les poulies, les grues, les charrues, les marteaux, les vis, même l'écriture, les calculatrices, toutes ces inventions sont inventées et développées dans le but de faciliter le travail, c'est-à-dire de minimiser l'effort nécessaire pour parvenir à un certain résultat. On peut définir en effet le travail comme un effort pour déplacer de la matière en vue d'en tirer un produit. On peut appliquer cette définition au travail mental en gardant l'idée que le travail implique toujours un effort en vue d'obtenir un résultat. À partir de cette définition, on voit bien que les inventions techniques, elles vont faciliter le travail dans la mesure où elles vont minimiser cet effort nécessaire pour produire. On pourrait même aller plus loin et dire que l'être humain invente des techniques seulement dans la mesure où il a en lui une certaine tendance à la paresse, qui est justifiée dans la mesure où le travail nous fatigue. La capacité à développer des techniques suppose que nous sommes, dans une certaine mesure, des partisans du moindre effort. La technique nous donne donc un certain pouvoir d'accomplir des choses sans y mettre l'effort qui serait normalement nécessaire. Cependant, quand nous avons supposé que la technique facilitait le travail, nous avons présupposé que nous maîtrisions cette technique. En effet, c'est seulement en maîtrisant les outils techniques, en sachant leur imposer les limites nécessaires, que la technique facilite le travail et le rend plus efficace. Or, le risque de perdre le contrôle sur nos inventions techniques est d'autant plus élevé que nos techniques gagnent en autonomie et qu'elles cessent d'accomplir le travail en vue duquel elles ont été d'abord conçues. C'est pour cela que certaines des personnes les plus influentes dans le domaine de la technologie, comme par exemple Elon Musk, s'inquiètent du développement de techniques comme celle de l'intelligence artificielle, qui non seulement sont dangereuses au sens où on ne peut pas toujours prédire les décisions qu'elles vont prendre, mais aussi au sens où elles risquent de nous voler notre travail. Ce potentiel danger lié à l'autonomisation des techniques avait déjà été remarqué par le philosophe allemand Günther Anders, né en 1902 et mort en 1992. Selon lui, le progrès technique est voué à rendre l'homme obsolète. Plus nos productions techniques gagnent en autonomie, plus l'être humain en perd. Déléguer toujours plus l'activité de production aux instruments techniques, notamment les machines, ce serait en fait, selon Günther Anders, leur transférer notre liberté. C'est pourquoi Anders dit qu'avec le développement des techniques, le sujet de la liberté et celui de la soumission sont intervertis, les choses sont libres, c'est l'homme qui ne l'est pas. On voit donc que la technique, ou on pourrait plutôt dire les techniques, bien qu'elles semblent faciliter le travail en permettant une production plus efficace, le compliquent peut-être aussi dans la mesure où elles sont toujours vouées à se développer, à se perfectionner, au risque d'échapper à notre contrôle et de ne plus œuvrer à satisfaire les besoins pour lesquels elles ont été conçues. La technique facilite-t-elle donc le travail, ou au contraire risque-t-elle, comme le pense Gunther Anders, de le rendre plus contraignant en nous volant notre liberté? C'est cette question qui va nous occuper dans ce chapitre. Avant d'entreprendre de répondre à cette question, nous devons d'abord clarifier la notion de technique et la manière dont celle-ci transforme le travail. La technique semble a priori désigner l'ensemble des inventions et des procédés utilisés dans un certain nombre d'activités humaines par lesquelles on va s'approprier des parties de la nature afin d'en tirer du produit. Par exemple, une charrue est une invention technique permettant de labourer la terre. Il s'agit d'un outil qui va nous aider à retourner la terre en vue d'obtenir des récoltes. La charrue n'est pas le seul outil pour labourer la terre. Il y a aussi la houe ou la sarcleuse. Et puis on pourrait même imaginer qu'un petit bâton qui nous permettrait de retourner la terre serait aussi un outil au même sens. Vous allez sans doute remarquer que si on continue à raisonner ainsi, on en arrive à la conclusion que n'importe quel moyen d'accomplir une action
est une technique. Par exemple, un chien qui creuse un trou avec ses pattes utilise bien ses pattes comme moyen de creuser un trou. Pourtant, vous serez sans doute d'accord que personne ne dira que les pattes du chien sont un objet technique ou un outil technique. Que signifie alors exactement qu'un objet soit technique? Où se situe la différence? Eh bien, quand nous parlons de technique, qu'il s'agisse d'un objet ou d'une procédure, nous voulons en fait désigner quelque chose qui va ajouter une étape intermédiaire entre une action et le but qu'on cherche à accomplir à travers elle, de telle sorte que cette étape intermédiaire soit potentiellement séparable de cette action et de ce but. Imaginons un être humain qui, pour creuser la terre afin de planter une graine, utilise ses mains. La relation entre l'action et le résultat peut alors être schématisée de la manière suivante. Ici, le moyen que j'utilise, mes mains, est inséparable du fait que j'agisse avec lui. Je ne peux pas laisser mes mains travailler sans travailler moi-même. Et mes mains, quand elles ne creusent pas, ne sont pas a priori un moyen de creuser la terre. On a ici une relation qu'on appelle dyadique, c'est-à-dire une relation à deux termes. Mon action produit immédiatement par elle-même un résultat sans intermédiaire. Maintenant, imaginons que j'utilise une pelle pour creuser la terre. La relation entre mon action et le résultat peut alors être schématisée de la manière suivante. Ici, on a une relation qu'on appelle triadique, c'est-à-dire une relation à trois termes. Contrairement à la première relation, on a ici une relation médiate entre l'action et le résultat. C'est-à-dire que pour que l'action produise le résultat souhaité, nous devons passer par un intermédiaire, l'outil ou la procédure technique. Profitons-en ici pour faire un petit rappel conceptuel. Ce qui est immédiat, c'est ce qui se fait directement sans intermédiaire. Ce qui est médiat, c'est ce qui se fait indirectement par le biais d'un intermédiaire. Quand on utilise un outil technique, un moyen technique, on est dans une relation médiate avec le résultat qu'on veut obtenir. La particularité de la relation triadique qui caractérise l'interaction avec la technique, c'est que le moyen technique en l'occurrence, eh bien, il peut être potentiellement isolable à la fois de l'action ou de l'effort requis pour son utilisation et du résultat qui nous permet d'obtenir. On voit que la pelle, elle existe toujours comme un outil prêt à l'emploi, même si on ne l'utilise pas. Et surtout, contrairement à nos mains, cette pelle peut être utilisée par n'importe qui pour labourer la terre à notre place. On pourrait même imaginer un système automatisé qui permettrait à cette pelle d'accomplir le travail toute seule. Donc, la possibilité d'isoler le moyen technique est ce qui va transformer notre rapport au travail, autrement dit, notre rapport entre l'action qu'on effectue et le produit qu'on va tirer de cette action. Cette possibilité-là, elle va rendre la relation initiale entre action et résultat beaucoup plus abstraite qu'elle ne l'était avant. Donc, pour résumer un petit peu grossièrement les choses, on peut dire que la technique implique trois choses. D'une part, une fin à atteindre, ou un produit à obtenir, à fabriquer. D'autre part, un moyen, instrument ou opération permettant d'atteindre cette fin. Et le fait que ce moyen en question soit potentiellement isolable à la fois de l'acte par lequel on l'utilise et de la fin en vue de laquelle il a été conçu. Vous voyez qu'ici, on a dans la technique une relation entre fin et moyen, et dès qu'il est question de fin et de moyen, forcément, il est question de rationalité ou de raison. Et c'est pourquoi Aristote, qui est l'un des premiers à avoir essayé de définir la technique d'une manière justement un peu technique, écrit dans l'Éthique à Nicomaque: il n'y a pas de technique, quelle qu'elle soit, qui ne soit pas un état portant rationnellement à la production, ni non plus d'état de ce genre qui ne soit pas une technique. Nous pouvons maintenant revenir à notre question: la technique facilite-t-elle le travail, et l'analyser à nouveau à l'aide de nos schémas. On a vu que la technique semblait faciliter le travail car elle nous permettait de produire plus efficacement et en faisant moins d'efforts. Maintenant, si on regarde nos schémas, on voit que la technique, en même temps, elle nous met dans une relation plus complexe par rapport au résultat de notre travail. Mais bien que cette relation-là soit plus complexe, en fait, elle va nous rapprocher à la fois dans la pensée et dans le temps du résultat qu'on veut obtenir. Par exemple, un fusil nous permet de tuer un animal à distance sans avoir à faire l'effort de le poursuivre et sans entrer en contact physique avec lui. Pourtant, la relation entre moi, mon fusil et l'animal est plus compliquée que la simple relation entre moi et l'animal si je me jetais sur lui pour le tuer. Cependant, comme on l'a vu tout à l'heure, l'une des caractéristiques des objets et des instruments techniques était qu'ils étaient potentiellement isolables à la fois de l'action de leur utilisation et du résultat qu'ils nous permettent d'obtenir. Dans la mesure où le moyen technique est potentiellement isolable de l'action
de son utilisation, il risque de diminuer la maîtrise qu'on peut avoir sur lui. C'est le cas par exemple des balais de l'apprenti sorcier. Et quand on ne maîtrise plus ces outils, ces instruments, le travail devient plus pénible et plus fatigant. Mais on peut également isoler le moyen technique de la fin en vue de laquelle il a été conçu, et cela risque d'augmenter l'écart entre notre utilisation de ce moyen technique et le produit qu'on souhaite tirer de son usage. On risque alors de se retrouver à travailler sans que le produit de notre travail nous soit directement accessible. C'est le cas par exemple du travail à la chaîne, où chaque ouvrier ou ouvrière doit accomplir une tâche très précise qui ne constitue qu'une petite étape de la production sans forcément voir le résultat. Nous verrons comment cette distance entre le travail et son produit peut devenir psychologiquement éprouvante. Récapitulons tout ce que nous avons dit. Toute technique transforme le rapport habituel entre action et production. Un instrument technique ajoute un intermédiaire entre l'action et la production qui paradoxalement rapproche cette action et cette production dans notre pensée et aussi parfois dans le temps. Le travail, c'est une activité qui vise à la production par l'effort. En nous déchargeant d'une partie de cet effort, la technique semble rendre le travail plus efficace et moins fatigant. Cependant, dans la mesure où toute technique est potentiellement isolable non seulement de l'action, mais également du résultat qu'on cherche à atteindre à travers elle, elle peut rendre le travail difficile. Soit parce qu'on peut perdre le contrôle de nos inventions techniques, soit parce que ces inventions peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été conçues, ou bien rendre l'activité du travail et le produit qu'on en tire étrangers l'un à l'autre. La question se pose donc, la technique facilite-t-elle le travail ?